Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En Tunisie et à l'étranger, voilà, je porte la bavette. Je suis Sofiane Ben Farhat. Bienvenue dans une nouvelle édition de notre émission dominicale Sans tabou, Tunisie, la mère patrie. Je porte la bavette parce que tout le monde devrait en faire autant, en Tunisie et ailleurs. Il est démontré, malgré les polémiques, les fausses polémiques soulevées sur cette question, il est démontré scientifiquement que la bavette est à même de prémunir les gens. C'est un geste symbolique que je fais ici. Bien sûr, nous sommes dans un studio stérilisé. Bienvenue dans notre émission. Une émission où nous aurons comme illustre invité M. Chedli Boudelbel. Chedli Boudelbel est réputé sur la place de Tunis et même en Afrique. Il est directeur général de Agi Afrique, Agence pour agir en Afrique. C'est un monsieur qui a choisi de s'expatrier au Burkina Faso, la terre des hommes intègres depuis très longtemps et qui est en train de faire énormément pour que la Tunisie soit présente en Afrique et que la Tunisie retrouve sa vocation africaine. Il ne faut pas oublier que la Tunisie a donné son nom à l'Afrique, c'est Ifriqiya, l'Africa, des Arabes et des Romains aussi. Donc c'est dans l'ordre des choses que nous devons renouer avec notre vocation historique première. Donc bien sûr, je parlerai aussi dans notre Sofiane de la politique tunisienne extérieure, de la diplomatie tunisienne, en manque de visibilité et d'explication. Je suis accompagné par une équipe de journalistes, en l'occurrence M. Akram Zorbi, bien sûr de techniciens, de cadreurs, de preneurs de son, de gens responsables de la diffusion de cette émission, guidée par M. Mohamed Amin Ben Boubak. Je suis accompagné, comme toujours, de notre mascotte porte-bonheur, Jalra, c'est-à-dire, voilà, avec son rire sardonique. Hein? Jalra. Voilà, qui correspondrait un peu à l'ophoranthème, les révérencieux. Bien sûr, une autre mascotte, c'est Zigzag. Et nous avons aussi avec nous le coyote, avec son cri légendaire. Sans transition, nous passons à l'édito. Sofiane, la politique étrangère, extérieure tunisienne, la diplomatie, pour plus de visibilité. De tout temps, la Tunisie, vu sa position géopolitique et géostratégique, a eu une vocation de politique extérieure avec un devoir d'efficience, de présence et aussi de décision. Ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est que notre diplomatie bat de l'aile, malheureusement, à l'échelle internationale, à l'échelle régionale et continentale et à l'échelle aussi méditerranéenne. Ces derniers jours, au cours de cette semaine, nous avons eu deux faits marquants. Moi, je trouve, à part les vicissitudes de la vie politique tumultueuse qu'on est en train de vivre en ces années de reconstruction démocratique. La première, c'est la visite du secrétaire d'État américain à la Défense en Tunisie, dans une visite d'un jour, et qui a été relayée par une visite du même secrétaire d'État américain à la Défense en Algérie et au Maroc. Donc il a été reçu par le président de la République, il a signé des protocoles d'accord avec notre ministre de la Défense, mais toujours est-il que les communiqués officiels tunisiens ont été succincts, peu diserts et peu bavards. On s'est contenté de parler de lieux communs tels que les intérêts communs, la lutte contre le terrorisme, le soutien américain à la Tunisie, la relation indéfectible bien sûr séculaire entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique, et en même temps, on a frôlé la question libyenne pour que le président de la République réitère sa position de principe, et il voudrait que la solution en Libye soit une solution libyenne, intrinsèque, qu'il n'y ait pas d'interférence étrangère et extérieure. Toujours est-il que les Américains sont intervenus justement en Libye avec les forces de l'OTAN pour renverser le régime de Kadhafi. Après, ça part dans tous les sens. Nous avons un pays disloqué depuis 2011 jusqu'à maintenant. On n'arrive pas à avoir une solution. Et les pays de voisinage n'ont pas voix au chapitre comme d'autres intervenants, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Niger essentiellement, n'ont pas voix au chapitre à la solution intra-libyenne, comme
C'est le cas des États-Unis d'Amérique, bien sûr, de la France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et d'autres intervenants dans la région, et même des pays asiatiques arabes tels que le Qatar ou les Émirats arabes unis qui interfèrent beaucoup plus que les pays de voisinage. Moi, je voudrais que les Tunisiens, les responsables tunisiens soient explicites, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent les fondements de cette visite du secrétaire d'État américain de la Défense en Tunisie, parce que si les Tunisiens ont été peu bavards, lui, il a parlé, notamment lorsqu'il a rendu visite au cimetière des soldats américains tombés en Tunisie durant la Deuxième Guerre mondiale, il a dit la Tunisie va nous aider dans l'axe pro-américain contre l'axe d'intervention de plus en plus expansif de la Russie et de la Chine. À ce que je sache, la Tunisie a toujours eu une politique de neutralité active, il est vrai, c'est-à-dire que la Tunisie a toujours fait partie du monde dit libre dans ses choix politiques et dans ses choix diplomatiques, mais sans pour autant permettre à des étrangers d'avoir des bases américaines, des bases militaires en Tunisie, que ce soit les Américains ou les autres. Deuxièmement, sans être dans une alliance militaire d'une coalition contre une autre. Nous sommes des faiseurs de paix et pas des fauteurs de troubles ou de tensions. Donc sur ce plan, je voudrais bien que les responsables tunisiens soient un peu plus explicites sur cette question. Il y a une deuxième question. On a remarqué ces derniers jours une vidéo tournée par la marine italienne, à ce que je sache, où, paraît-il, un bateau tunisien, c'est un chalutier, en train de pêcher. Les Italiens disent qu'il est rentré dans les eaux territoriales italiennes et qu'il aurait heurté un bâtiment des gardes-côtes italiens, mais on a remarqué que les Italiens ont tiré sur les pêcheurs tunisiens. Personnellement, je déplore qu'on tire sur des pêcheurs, parce qu'après tout, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des personnes qui sont porteuses d'un grand danger. Peut-être qu'elles seraient rentrées. Il y a des Italiens qui rentrent dans les eaux territoriales tunisiennes. Il y a des conventions, il y a des lois. Le bateau a été arraisonné, il a été mené à Lampedusa, mais on a vu aussi que on a tiré sur les Tunisiens par balle. Moi, j'aurais bien voulu que le président de la République, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le représentant du gouvernement tunisien, notre ambassadeur en Italie, ou bien notre ministre des Affaires étrangères, convoque son Excellence ambassadeur d'Italie en Tunisie, ou bien adresse une requête aux autorités italiennes pour dire pas toi, pas ça. C'est-à-dire, c'est un pays voisin, il y a toujours eu des conflits, ils sont latents, mais il y a toujours eu aussi de la complémentarité entre la Tunisie et l'Italie. Je trouve ces images-là déplorables. On prétend que les Tunisiens sont entrés dans les eaux territoriales italiennes, d'accord, si c'est vrai, il reste à vérifier, mais de là à tirer sur eux de cette manière barbare et de proférer des mots pour le moins racistes dans un climat en Italie marqué par une recrudescence de la xénophobie, du racisme anti-tunisien en plus. Bien sûr, si on n'est pas respecté à l'étranger, c'est parce que nous sommes faibles à l'intérieur, que nous sommes divisés. Il a été démontré historiquement que la Tunisie a toujours été forte dans sa diplomatie, dans sa politique extérieure, lorsque le front intérieur était fort, il était bien soudé. Donc nous voudrions que notre diplomatie ne soit pas la grande muette. Muette, généralement on parle de l'armée pour dire la grande muette, mais la grande muette maintenant, c'est la diplomatie tunisienne, et comme tout un chacun le sait, en matière de diplomatie, la parole vaut acte à bon entendeur. Salut, on passe à notre interview avec M. Chedli Boudelbel, qui est directeur de Agir Afrique, Agir en Afrique, qui est basé au Burkina Faso. Donc on va le contacter maintenant directement à Ouagadougou. On passe à l'interview avec M. Chedli Boudelbel. Monsieur Chedli Boudelbel, bonjour. Bonjour et bienvenue. Voilà, vous êtes les bienvenus dans nos locaux. Nous vous remercions pour nous avoir accordé cette interview par Skype. Maintenant, les moyens de communication permettent de faire des interviews à distance, surtout en cette période de Covid. Vous êtes l'un des premiers Tunisiens à avoir rejoint le Burkina Faso, la terre des hommes
intègre, comme disait Thomas Sankara, et ce n'est pas donné. C'est-à-dire que les hommes d'affaires tunisiens, ou bien les étudiants, les touristes, ils préfèrent aller en Europe plutôt qu'aller dans les pays subsahariens et de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ce choix exactement vous l'avez fait il y a quelques années? Ben, être au Burkina Faso, c'est avoir choisi euh, depuis le début la terre là où on a plus de sympathie et là où il y a plus d'opportunités et moins de concurrence. Mhm. Donc c'est pour cela que j'avais choisi, de par mon intérêt personnel et pour l'intérêt du groupe pour lequel je travaille aujourd'hui. Donc nous sommes obligés d'être présents au Burkina Faso pour rayonner essentiellement sur la sous-région. Là, ce sont les pays de la sous-région qui ont des frontières directes avec le Burkina et ça serait plus facile pour nous de gérer nos intérêts. Voilà, donc vous disiez, j'ai lu dans l'une de vos fréquentes interventions, dans la presse notamment burkinabé, vous disiez que la première des choses qui vous a poussé à vous intéresser au Burkina, c'est l'intégrité de la population. La deuxième chose, c'est le climat sociopolitique que vous jugez aujourd'hui convenable. C'est-à-dire, c'est un pays, nous pouvons dire, qui est en train de monter, un pays émergent, où il y a un climat favorable aussi aux affaires, parce que les affaires, ça ne peut se faire que dans un environnement paisible. Tout comme certains pays de l'Afrique, essentiellement l'Afrique francophone, le Burkina Faso est un pays qui présente énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Et ce n'est pas un terrain là où, comme l'Europe, n'importe qui peut y accéder. C'est plutôt le choix de l'élite. L'Afrique, ici l'Afrique francophone, n'a pas assez produit de gens qui raisonnent ou bien qui pensent, mais généralement, elle a produit des exécutants. Donc, l'intérêt a voulu aujourd'hui que l'on soit là pour travailler dans les investissements et essayer de tenir le maximum d'opportunités dans cette région. Voilà, c'est chez Boudjelbel là-dessus, nous pouvons faire un tour d'horizon, disons, comme disent les diplomates dans leur jargon, des communautés tunisiennes en Afrique subsaharienne, parce que nous sommes en Afrique, parce que quand on dit en Afrique, c'est comme si nous étions étrangers. Parfois, les gens intériorisent cette idée. Je disais tout à l'heure que nous avons donné notre nom au continent africain. Aujourd'hui, il y a quand même des pionniers. On peut vous considérer comme étant parmi les pionniers, parce que ce n'est pas donné de miser justement sur cette vocation première de la Tunisie, malgré les difficultés, malgré bien sûr l'absence aussi de lignes de transport et de communication directe dans les 50 Afriques, parce qu'on a au moins 50 États africains maintenant. Bah, la communauté tunisienne, c'est l'élite qui est en Afrique. On n'a pas d'ouvriers, on n'a pas de travailleurs comme ceux qui peuvent, de nos chers compatriotes qui sont installés en Europe. Mais ici, c'est vraiment l'élite qui est installée. Nous sommes une communauté qui est très appréciée et très respectée. Et ça, nous le devons au feu président Bourguiba, qui a su créer un capital sympathie de la Tunisie auprès de l'Afrique. Oui, alors ce capital sympathie, comment il a construit le président Bourguiba? Parce qu'il vivait à une époque où il y avait des dirigeants africains aussi de sa trempe. Il y avait Senghor, il y avait Sékou Touré, il y avait Jomo Kenyatta, il y avait Julius Nyerere, il y avait Nasser, bien sûr, en Égypte et ailleurs. Donc Amilcar Cabral. Donc il y avait des dirigeants africains de premier plan. Donc Bourguiba, vous pensez que c'était un acte volontariste beaucoup plus qu'accidentel, tout ça? Moi, je pense que c'est un acte de visibilité. De visibilité. Bourguiba, c'est un homme, c'est un leader très bien clairvoyant. Il a toujours pensé que les liaisons africaines sont très fructueuses et à long terme, c'est l'avenir. Oui, bon, ça c'est les choix de Bourguiba. Mais C'est toujours ça. est-il, est-ce que l'intendance a suivi? C'est-à-dire depuis les années Bourguiba, depuis 87,
est-ce que l'État tunisien a continué dans cette option? Franchement, de par mon avis personnel, dans ma vie personnelle, moi je pense qu'aucun gouvernement n'a été intéressé par l'Afrique. Aucun gouvernement n'a été intéressé par l'Afrique. Y compris des gouvernements post-révolution, hein, 2011. Oui, oui, bien sûr. Donc, nous avons assisté à des discours, mais seuls les intervenants privés ont pris le risque et continuent à le prendre pour essayer d'arracher quelque chose de l'Afrique. Mais nous ne ressentons pas aujourd'hui un accompagnement structurel de l'État. Voilà. Alors, parlons justement de Covid-19, coronavirus, qui est un fléau universel. L'Afrique n'est pas épargnée, même si, bien sûr, la situation en Afrique n'est pas aussi désastreuse que sous d'autres cieux, dans d'autres continents. Alors, que pensez-vous? Est-ce que maintenant, la crise du Covid-19 favorise un redéploiement en Afrique? Parce que, bien sûr, on vit des crises, on vit cette guerre, c'est une guerre larvée contre un virus pratiquement universel. Mais après la guerre, il y a toujours des années glorieuses, des années de redéploiement. Donc, pensez-vous que l'Afrique nécessite maintenant un redéploiement de la part de la Tunisie? Aujourd'hui, nous devrions être prêts pour l'après-Covid-19. Parce que j'estime qu'après le Covid-19, il y aura une invasion de grande masse vers l'Afrique. Parce que c'est là où vraiment il y a à faire. Je pense que dans l'ensemble des autres continents, on a presque tout fait, mais vraiment toutes les opportunités sont en Afrique aujourd'hui. Donc tout le monde, c'est une ruée qui sera vraiment très, très, très difficile à maîtriser. Donc ça sera la terre de la grande concurrence. Et si on n'est pas prêt aujourd'hui pour saisir cette opportunité, ça pourrait être la catastrophe quelque part. Alors, on dit que maintenant, c'est la ruée vers l'Afrique. Oui. Maintenant, c'est un continent où beaucoup n'a pas été fait, alors que dans d'autres régions et sous-régions, l'essentiel a été fait. Il y a une usure maintenant du système de la mondialisation, parce que, qu'on le veuille ou pas, la crise du Covid-19 a démontré qu'une crise de la mondialisation, du mondialisme, de l'européisme, d'un certain type de capitalisme et tout. Donc vous pensez qu'il y a des chantiers encore en friche en Afrique? Moi, je pense que les Tunisiens devraient commencer à regarder l'Afrique autrement. C'est-à-dire? L'Afrique n'est pas la terre là où il y a une population plus ou moins naïve avec des sacs d'argent en train d'attendre le sauveur qui va venir remplir ses poches. Aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays africains, on regarde la Tunisie d'en haut. D'accord? Parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de très solide à faire. Donc, il faut regarder aujourd'hui l'Afrique dans un système gagnant-gagnant. Il y a des choses à prendre de l'Afrique, tout comme nous avons de quoi donner de notre savoir-faire, de nos produits, de tout ce que nous avons su apprendre depuis des décennies. Voilà, donc vous dites que maintenant, certains Africains regardent la Tunisie d'en haut, ou de haut. Les Tunisiens ont une vision encore étriquée en la matière. Bien sûr, toute personne un peu au pif de ce qui se passe dans les évolutions économiques et financières internationales sait pertinemment qu'il y a des pays maintenant émergents en Afrique, tels que le Botswana, des pays de l'Est de l'Afrique, des pays dans l'Afrique australe, le Rwanda, le Burkina Faso, le Cameroun, bien sûr le Togo et tout ça, l'ouest de l'Afrique aussi. Donc, est-ce que nous devons remettre notre logiciel à jour maintenant, réétudier, revoir? Parce qu'il y a des pays, parmi les principaux pays émergents au monde actuellement, l'Afrique est au peloton. Hein. Nous avons besoin d'une nouvelle distribution de la présence diplomatique en Afrique, de la Tunisie. Nous devrons redistribuer de par l'intérêt de la Tunisie. On ne doit pas avoir des présences là où vraiment on n'en a pas besoin. On doit redistribuer les cartes de la présence
diplomatique de la Tunisie en Afrique, et toute ambassade devrait être vraiment bien accompagnée. Il ne suffit pas d'avoir une ambassade qui, dans l'ensemble, nous ressentons qu'elle ne nous fout rien du tout. Et ce n'est pas le manque de savoir-faire ou bien le manque de volonté du personnel qui est là, mais c'est le manque de moyens. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne l'exemple de l'ambassade de la Tunisie au Burkina Faso. Il n'y a pas de département commercial aujourd'hui. Il n'y a pas de consulat commercial qui puisse aujourd'hui promouvoir le produit tunisien. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a un marché pour ce produit. Il y a un marché pour ce produit. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Et assez juteux, paraît-il. Hein? Oui. Oui. Alors, oui. Pas plus tard qu'hier, par exemple, chez des Boudelbel, je lisais des chiffres sur nos exportations d'huile d'olive. 80% va en Europe, ou 70% va en Europe, et 80% de l'huile d'olive tunisienne qui va en Europe va d'abord en Espagne, puis en Italie, puis on aura la France, puis la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. 2% uniquement de nos exportations d'huile d'olive vont en Afrique. C'est très peu, moi, je crois, vu premièrement la densité des populations africaines. Moi, j'ai visité l'Afrique subsaharienne et tout, et j'ai vu, même le couscous est très populaire dans des hypermarchés chez eux. C'est un plat qui est consommé par la population, par les citoyens lambda. Donc vous dites qu'il n'y a pas de visibilité, qu'on peut avoir une représentation diplomatique, mais si elle n'est pas soutenue par toute une infrastructure et un mouvement commercial soutenu, ça devient presque lettre morte ou bien une diplomatie à guichet fermé. Si je veux bien vous suivre dans votre raisonnement pour l'exemple de l'huile d'olive, je dirais aujourd'hui, le problème n'est pas seulement un problème d'huile d'olive, c'est un problème de masse aujourd'hui pour le produit tunisien. En Afrique, je vais toujours prendre l'exemple de l'Afrique francophone. Il y a, en termes de distribution, nous sommes affrontés à une concurrence que personne ne peut nier. C'est la présence des Libanais aujourd'hui et qui savent très bien gérer. Donc, nous, si aujourd'hui, nous avons besoin de distribuer nos produits, de grandes distributions en Afrique, moi, je pense que la première des choses, il faut qu'il y ait une entité, telle que certaines enseignes tunisiennes de la grande distribution, s'ils viennent s'installer, c'est la porte vraiment ouverte à grand bras qui va être pour le produit tunisien. Nous avons tout en Tunisie, par exemple, qui peut ravitailler un supermarché. Tout, nous avons tout. Par exemple, prenons l'exemple des fruits, par exemple, les fruits. Hein. Nous avons parlé d'huile d'olive. Est-ce qu'un ami m'a dit qu'en Afrique, les fruits coûtent très cher, certains fruits du moins, et il peut avoir une marge, c'est-à-dire concurrentielle, assez importante, les Tunisiens par rapport à d'autres pays, bien sûr. C'est-à-dire on ne se place pas toujours en creux par rapport à d'autres, mais il y a aussi l'offre, la demande et la concurrence. C'est de loi du commerce universel. Donc, comment jugez-vous le potentiel qu'il y a, par exemple, pour les fruits de saison, par exemple pour les oranges, pour les coings, pour différents types de produits que nous avons en Tunisie, différentes saisons, et qui peuvent avoir des gains substantiels en Afrique subsaharienne et francophone? Il y a des produits tunisiens qui sont présents en Afrique francophone, mais qui coûtent énormément cher, parce qu'ils sont victimes du commerce triangulaire. Donc, le produit tunisien, dans la plupart des cas, transite par, je donne un exemple, transite par la France et par des centrales d'achat françaises et vient en Afrique. Je vous donne l'exemple du citron, le citron qui se vend aujourd'hui dans les supermarchés aux alentours de 25 dinars le kilo. 25 dinars? Oui, les pêches aux alentours de 40 dinars le kilo. Les pêches? Donc, oui, mais pourquoi le faire transiter par là? Pourquoi ne pas faire un forcing pour que l'on soit présent? Et pour cela, il y a pas mal d'infrastructures à faire. Il y a l'infrastructure de transport. Nous avons aussi besoin d'une présence financière. La présence bancaire de la Tunisie en Afrique, ça va nous faciliter énormément de choses.
Si je reviens sur le point de transport, c'est un grand problème que nous vivons. Je vous donne un exemple. Le prix du billet aux Trop États-Unis, cher. de Tunis vers les États-Unis, est moins cher que Tunis-Ouaga. Oui, oui, un Tunis-Cameroun, j'ai vu, c'est des prix faramineux. C'est vrai, Tunis-Montréal, Tunis aux États-Unis d'Amérique, par exemple certains aéroports, c'est beaucoup moins cher que Tunis-Ouaga. Alors, je veux rebondir sur la question que vous souleviez. Alors, il y a ce commerce triangulaire, il y a des gens qui accaparent le produit tunisien, d'une manière légale d'ailleurs, mais qui le revendent très cher. En même temps, nous avons en Tunisie des produits étrangers qui viennent, qui sont vendus très cher et qui concurrencent le produit national. Vous disiez qu'il faut un accompagnement financier et des lignes aériennes. Les Turcs, par exemple, ils encouragent énormément au niveau du transport, par exemple, des marchandises et des denrées alimentaires. Est-ce que vous avez soulevé ces questions-là avec des responsables tunisiens ici en Tunisie? Parce que vous faites fréquemment des allers-retours entre la Tunisie et le Burkina Faso. Bon, pour être clair avec vous, moi, j'aimerais bien ne pas parler politique. Donc, Mais on parle mais commerce, on parle commerce. on Hein? parle commerce. Mais il y a Et eu une finances, visite faites-moi de bonnes finances, de. je vous ferai de bonnes politiques. Voilà. Non, mais il y a eu une visite du panoplie d'hommes d'affaires ici qui ont accompagné Non, l'ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, en oui. avril 2017. Il y a eu des rencontres, beaucoup de rencontres, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. On s'assied, on parle, on parle. Nous remarquons que le terrain est assoiffé du produit et du savoir-faire tunisien. Mais lorsqu'on plie les valises et on rentre chez soi, dès qu'on atterrit à l'aéroport Tunis-Carthage, on oublie. On oublie tout. On Voilà. oublie tout. On oublie tout. Alors, pour parler aussi, vous parliez des élites tunisiennes, de la matière grise dont Paul Guiba parlait souvent, du respect aussi pour le savoir-faire tunisien. C'est vrai, on peut en être fier. La coopération à l'échelle scientifique, de la recherche scientifique, universitaire, il y a des Tunisiens, par exemple médical, la Tunisie est très prisée par nos, nos frères de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, essentiellement les francophones, en matière de prestations médicales. Est-ce qu'il y a aussi lieu à investir dans ces créneaux-là? Il faut dire aujourd'hui que la Tunisie est fort connue en Afrique par la santé, la prestation médicale, par l'éducation, par la formation professionnelle. Si je dis ça, c'est pour conseiller quelque part à ce que l'on puisse se spécialiser dans certains créneaux. Il ne faut pas essayer de tout faire. D'une part. D'autre part, si une compagnie tunisienne veut, et ce que l'on constate malheureusement, il y a des compagnies tunisiennes qui viennent s'installer, mais la première chose qu'ils font malheureusement, c'est de commencer à concurrencer ces frères tunisiens qui sont déjà installés avant eux. Donc ça, c'est une lacune dans notre culture à nous. Oui, est-ce qu'il faudrait, c'est-à-dire la concurrence, elle est universelle, mais est-ce qu'il faudrait trouver des conseils, des espèces d'intersyndicales, d'entrepreneurs et tout ça, pour essayer, bien sûr, d'avoir, pas de concurrencer le compatriote, mais d'avoir chacun une part du marché en se spécialisant dans tel produit et telle prestation. Il a eu pas mal d'essais. Moi, je relate la création du TABC, qui est vraiment une idée très bonne. Et c'est une équipe qui est en train de faire un travail fort respectable. Bien que personnellement, je n'ai pas trop aimé leur visite à l'Assemblée nationale, je ne sais pas pourquoi ils sont allés là-bas, mais ils sont en train de faire un très bon travail. Donc, il faut forcer au maximum. Voilà, vous parliez aussi de l'éducation. On a beaucoup d'étudiants, aussi de l'Afrique francophone, de l'Afrique subsaharienne en Tunisie, mais il y a aussi maintenant des travailleurs. Et j'ai remarqué, on discutait tout à l'heure dans une autre émission avec M. Moraz Boulaoui, président du conseil municipal de la commune de la Marsa, et qui nous disait qu'il avait fait un effort particulier
envers ces gens-là. Ça a été apprécié, à Bhadlaz et entre autres, et ça a fait un appel d'air pour d'autres frères africains qui vivent dans d'autres quartiers pour venir bénéficier d'une aide pendant la période du Covid-19. C'est toujours les étrangers qui trinquent, quel que soit le pays. Donc, est-ce qu'on devra investir davantage aussi au niveau de la formation universitaire, parce qu'aussi la formation en l'éducation tunisienne est appréciée quand même dans ce pays-là. Moi, je me félicite de la présence aujourd'hui de l'université tunisienne qui vient de s'installer à Niamey. Et ça a été une très grande initiative, vraiment à saluer pour le courage et l'audace que les promoteurs ont eu pour être présents en Afrique subsaharienne. Toujours est-il, nous avons aujourd'hui une opportunité de cadrer et d'ouvrir nos portes à nos frères africains pour qu'ils viennent saisir l'occasion et étudier en Tunisie. Nous avons beaucoup de potentiel. Que ce soit en termes d'éducation, il y a déjà des étudiants qui sont là, il faut approfondir. Il y a des demandes en formation qui n'existent pas ici, mais qui sont demandées aujourd'hui. On ne peut pas les délocaliser dans les pays parce qu'il y a une question de moyens, d'infrastructures, d'équipements et tout. Mais on en a en Tunisie. Il faut les faire en profiter. Et qui est concurrentiel avec les prestations qu'on donne dans d'autres pays, notamment en Europe, essentiellement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais il ne faut pas oublier, si je prends l'exemple du Burkina aujourd'hui, pourquoi les gens veulent aller en Tunisie? Ils veulent aller en Tunisie. La première des choses, entre le Burkina et la Tunisie, il y a une relation qui date de plus de 50 ans, sans aucun cheveu de problème. Oui. Aucun cheveu de problème. Donc, ce sont des gens qui viennent vers la Tunisie avant que la Tunisie ne vienne vers eux. Voilà, donc il y a toujours ce capital sympathie dont vous parliez tout à l'heure. C'est très important. Mais malheureusement, nous sommes en train de l'épuiser. Nous sommes en train de l'épuiser parce que la machine s'est arrêtée à une date T. Elle n'a pas avancé. Parce que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple sur les lignes aériennes, il y a des retards. Moi, je vous ai vu à certains moments, vous-même, vous plaignez aussi des retards, par exemple, des vols, par exemple, Tunis-Ouaga et tout, mais aussi quand on voit nos frères algériens, nos frères marocains, ce qu'ils sont en train de faire. Le nombre de desserts qu'ils ont, nous avons 5 ou 7 desserts sur toute l'Afrique, qu'ils en ont 30 et 35, et tout ça, leur présence diplomatique, par exemple, je vois récemment, à l'occasion des évolutions au Mali, l'Algérie était présente, le Maroc était présent, Tunis, comme toujours, la grande muette, motus et bouche cousue. Donc, sur ce plan, il y a beaucoup à refaire, je trouve. Moi, je pense que dans la première période de la première ruée du Covid-19 qui a sévi dans le monde entier, moi, j'aurais bien aimé que l'État tunisien fasse un acte plus qu'il a fait avec la France ou l'Italie. J'aurais bien aimé que la Tunisie puisse envoyer une équipe médicale en Afrique francophone. Ça aurait été très bien apprécié. Ah oui, ah oui. Nous avons raté cette occasion. Nous avons très bien raté cette occasion. On a tout fait pour la rater. Oui. Alors que ça ne coûtait presque rien, mais ça comptait énormément. Énormément. Si on va rebondir, parce qu'on parle d'éducation, on va parler aussi de culture. Moi, très jeune, j'ai regardé à Tunis les films de Souleymane Cissé, de Sam Ben Ousmane, de tout ça. Vous aussi, je suppose. Donc, on avait le Carthage, qui était cinéma d'art et essai, et c'était le principal temple, disons, du cinéma art et essai africain. Il y a des gens, même Youssef Chahine, l'Égyptien, Youssef Chahine est passé par Carthage, avant d'aller vers Venise, Berlin et Cannes et tout. Il y a aussi beaucoup à faire sur ce plan, d'autant plus que nous, dans notre vécu quotidien, nous avons la culture africaine profonde, soit à travers les chants guinéens, soit à travers, bien sûr, le folklore, tout ce qui s'ensuit, Gougou, Boussadé et tout ça, soit aussi à travers tout un corpus aussi de griots à la tunisienne qui ressemble aux griots africains. D'accord.
La seule chose que je puisse vous dire, on peut rester des années à parler, mais il a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Voilà. Énormément de choses. Voilà. Maintenant, après la visite, la dernière visite de M. Cheh, quand il était chef du gouvernement en 2017, il n'y a pas eu d'autres visites à très haut niveau dans la région. Non, il n'a pas eu de visite, au moins au Burkina Faso, mais ce sont des visites dont on a besoin. On a besoin de montrer à nos frères qu'ils existent vraiment. Mais est-ce qu'il a eu des visites de présidents africains en Tunisie? Là, c'est une question posée à résoudre, comme dirait l'autre. Donc, un appel, parce que vous êtes praticien sur le terrain. Chaque fois, on interviewe un Tunisien, quelque part, qui a un regard détaché, bien sûr, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas un regard partisan, qui n'est pas un regard aussi de bureaucrate. Malheureusement, il y a beaucoup de bureaucrates aussi, un peu partout, même dans la diplomatie. Euh, Votre expérience nous intéresse énormément. Il y a des Tunisiens dans d'autres parties du continent africain. Votre regard est un regard détaché et donc il est sincère. Donc moi, je dis vivement que les diplomates tunisiens prennent leur bâton de pèlerin et aillent dans les différentes régions d'Afrique, aussi en Afrique francophone où il y a des affinités alors des attaches historiques particulières, comme vous le disiez, pas un cheveu de problème avec le Burkina Faso depuis 5 décennies, et que aussi on reçoive aussi des confrères, que notre président, nos chefs de gouvernement reçoivent leurs confrères et leurs homologues africains. Ce serait parce qu'en politique, il y a aussi le symbole, et en matière de diplomatie, comme je le disais, la parole, vos actes. Je tiens à vous remercier, M. Cheddi Boudelbel, pour votre promptitude, pour avoir été notre invité, pour nous avoir éclairé. Bien sûr, votre avis sera répercuté dans les médias. Nous ne pouvons faire que cela, mais c'est toujours mieux que rien pour démultiplier les occasions d'être présent comme il se doit dans l'Afrique. En Afrique. Un dernier mot, M. Cheddi Boudelbel. Oui, un dernier mot. Si je parle de cette façon, ça ne veut pas dire que nous baissons les bras, nous gardons toujours espoir. Je suis très optimiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui veulent faire, mais s'ils ne sont pas accompagnés, ils n'arrivent pas. Moi, personnellement, au Burkina Faso, ma porte est ouverte à tous les Tunisiens. Je vais aider par ce que je pourrais le faire pour essayer d'aider le Tunisien. Voilà. Voilà, donc nous étions avec M. Cheddi Boudelbel, directeur général d'AGI Afrique à Ouagadougou. Il a fait part de ses derniers propos dans cette émission. Ses portes sont toujours ouvertes pour aider tout Tunisien à être présent dans toute la région et pour avoir des opportunités. Comme il disait, il y a beaucoup à faire après la crise de Covid-19 en Afrique et c'est un contrat win-win pour que les Africains ne nous regardent plus de haut, mais qu'ils nous regardent du moins les yeux dans les yeux, d'égal à égal. Monsieur Cheddi Boudelbel, nous vous remercions pour votre sollicitude, pour votre promptitude. Nous saluons aussi votre courage, parce que je sais que depuis des années, vous êtes là, vous trimez. Parfois, il y a des périodes difficiles. J'en suis témoin, j'en sais beaucoup, vous connaissant depuis, suivant aussi votre expérience, comme d'autres compatriotes à l'étranger, depuis très longtemps. Moi, je voudrais vous faire une requête. Je voudrais que vos portes soient ouvertes pour moi pour prendre un bon café, un de ces quatre, à Ouaga. Voilà. Vous le savez, je vous ai toujours invité, mais un dernier conseil aux Tunisiens, ne pensez toujours pas, s'il vous plaît, je vais faire une réflexion qui va gêner quelques-uns, mais c'est la vérité. Ne pensons toujours pas que nous sommes le nombril du monde. Il faut se rabaisser un peu, accepter des réalités, avoir un esprit sportif, savoir que on a gaffé quelque part et avouer qu'il y a d'autres gens qui ont réussi et faire quelque chose, je me dirais bêtement, aller copier ceux qui ont réussi. Voilà. Tout simplement. Très bien dit. Sur cette note optimiste de Cheddi Boudelbel, nous terminons notre mission. Moi, je dis que j'appartiens à une génération. On avait Gamoudi qui nous avait fait connaître l'Afrique parce qu'il y avait Abébé Bikila, il y avait aussi Keno, il y avait d'autres qui étaient meilleurs que nous. Et bien sûr, il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Le monde change
constamment, nous voudrions être les égaux du monde entier. Monsieur Chedi Boudelbel, à très bientôt, j'espère. Au revoir, chers compatriotes. À très bientôt, et on vous attend. Merci, merci. J'attends le café. Je sens l'odeur du café Ouaga. Nous viendrons, Inch'Allah, un de ces quatre. Voilà, notre émission est sur sa fin. Nous voudrions toujours parler. C'est une causerie intelligente. Il faut que nous ayons de nouveaux yeux pour lire l'actualité. Au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah.